Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était en train de s'écrouler mais que vous ne pouviez rien faire pour l'arrêter? Eh bien, ne laissez pas ces gens vous entendre dire ça. Sinon, vous allez vous retrouver avec un collier électrique autour du cou et une facture de thérapie qui ne pourra être payée que par le sang. Ces 7 criminels sont enfermés dans une cellule de prison d'où ils ne pourront sortir qu'en affrontant leurs traumatismes les plus profonds. Et je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de la mort dans Catalyst. Ces prisonniers sont sur le point de vivre l'expérience la plus traumatisante de leur vie. Dans un futur proche, une organisation secrète connue sous le nom de Collectif a commencé à recruter de nouveaux membres pour une cause inconnue. Et aujourd'hui, ce type, Alec, ici présent, vient de rejoindre la liste. L'homme est assis dans un bar quand un étranger s'assoit pour le rejoindre. Et la chose suivante que nous voyons, c'est qu'il a un pistolet dans son dos et qu'il entre dans une église. Il s'adresse au prêtre et lui reproche d'avoir abusé de lui quand il était plus jeune, avant de tirer un coup de feu et de s'enfuir de l'édifice. Mais quand il tourne dans une ruelle voisine, il est tout à coup assommé par 2 hommes dans une genre de tenue militaire et traîné à l'arrière d'une camionnette banalisée. L'instant d'après, il se réveille quelque part au milieu du désert, sans plus rien sur lui, pas même un vêtement. Il n'y a rien d'autre qu'une vieille voiture blanche avec le mot « Surrender », comprenez « capituler », écrit sur le pare-brise. Et une fois le coffre ouvert, il voit une combinaison avec son nom de famille sur l'écusson. Mais c'est alors qu'il remarque un téléphone qui sonne sur le sol à proximité. Il décroche et la voix à l'autre bout du fil lui annonce que son dernier test est sur le point de commencer. Il entend qu'on déverrouille la voiture et il trouve à l'intérieur un mot indiquant « Il te hantera ». Quand tout à coup, il réalise qu'il est entouré par d'autres gardes masqués. Paniqué, il essaie de démarrer le moteur, mais il se rend compte qu'il ne fonctionne pas vraiment. Et quand il commence à fuir à toutes jambes, un des gars lui envoie un coup de taser dans la nuque, l'assommant encore une fois avant de le charger à l'arrière de la camionnette. Ok, il faut vraiment que quelqu'un apprenne à ce type à suivre des instructions. La plupart des gens ne se retrouvent pas dans un jeu de mort à moins d'avoir fait quelque chose pour le mériter. Et il semble que ce soit exactement ce qui s'est passé ici. Je veux dire, réfléchissez-y, ok? Si la société s'effondre parce qu'il y a trop de criminalité et qu'il existe une organisation secrète qui élimine les gens de la rue en guise de représailles, la dernière chose à faire est d'abattre quelqu'un en plein jour. Cela dit, on ne peut pas reprocher à ce type d'avoir voulu se venger. Il n'est donc pas difficile de comprendre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Maintenant, même si 9 fois sur 10, la meilleure stratégie consiste à fuir pour sauver sa vie, il faut parfois réfléchir plus attentivement avant de tirer des conclusions hâtives. Et dans ce cas, c'était en fait sa plus grosse erreur. Si leur but était de le tuer, ils auraient facilement pu le faire avant. Il aurait donc dû être évident qu'il s'agissait d'un test depuis le début. Il aurait dû faire exactement le contraire de ce que son instinct lui dictait. Nous savons que c'est vrai parce que, après s'être réveillé tout nu, ils ont fini par déverrouiller le coffre pour lui donner des vêtements, lui montrant ainsi qu'il l'aiderait en fait tant qu'il ferait ce qu'il recherche. C'est pourquoi sa réaction une fois que les gardes sont apparus était totalement erronée. Mais s'il avait été attentif, il se serait rendu compte qu'ils n'étaient pas aussi menaçants qu'ils en avaient l'air. Ces gardes ne portaient pas d'armes, et le fait qu'ils cachaient leur visage est en fait une bonne chose. Parce que s'ils avaient toujours eu l'intention de le tuer, il n'y aurait eu aucune raison de lui cacher leur identité. Avant d'attaquer, ils essayaient même de communiquer avec lui en pointant vers le haut ou vers le bas chaque fois qu'il prenait une bonne ou une mauvaise décision. C'est pourquoi la chose la plus intelligente qu'il aurait pu faire était de se rendre comme il le lui demandait depuis le début. Quand il revient à nouveau à lui, il est emmené dans un bunker secret où on projette les preuves de ses crimes sur un grand écran. Une femme mystérieuse s'approche de lui et lui demande ce qu'il serait prêt à sacrifier en échange de sa liberté. Cette fois, il l'assomme avec une sorte de gaz soporifique et il se réveille dans une cage ailleurs dans le bâtiment, aligné contre le mur avec 6 autres prisonniers. Alors qu'il enlève leurs masques un par un, le garde explique que le prochain test va bientôt commencer. Mais qu'ils doivent d'abord en connaître les règles. Règle numéro 1, personne ne quitte la cage avant la fin du test. Règle numéro 2, ne pas toucher au collier électrique qui leur a été placé autour du cou. Et enfin, ne pas tuer les autres joueurs avant qu'ils ne soient prêts. Mais c'est alors que les choses deviennent intéressantes. Selon le garde, il y a un parasite parmi eux, et ils n'auront qu'1 heure pour faire leur choix ou mourir. Les hommes se rassemblent tous au centre de leur espace pour essayer de comprendre ce que les organisateurs attendent d'eux. Frustré, Alec interpelle le garde pour obtenir plus d'informations. Mais celui-ci se contente de répéter les 2 mêmes consignes, à savoir qu'il y a un parasite dans le groupe et qu'ils doivent se demander pourquoi ils méritent de vivre.
aucun d'entre eux ne comprend ce qu'il veut dire par là. Et alors que la tension monte dans la pièce, les prisonniers commencent rapidement à se battre entre eux. Un des hommes, Lozano, se met à rire tout seul dans son coin, comme s'il savait quelque chose que les autres ignorent. Mais pendant qu'ils sont tous concentrés sur lui, un certain Mohamed, dit Mo, décide de se précipiter vers la sortie. Mais il est projeté au sol en percutant un champ de force électrique. Tout à coup, le garde sort un étrange appareil et il active leur collier électrique jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tous sur le sol. Mais pendant qu'il est inconscient, Alec commence à avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé avant qu'il ne soit amené là. Et il se souvient que l'homme au bar lui a donné une carte de visite avec un symbole étrange qui correspond à celui qu'il a vu dans le bunker de l'organisation. Ok, c'est sûrement ce qui arrive quand John Kramer joue un peu trop à Among Us. Évidemment, ces types avec leur masque Airsoft ne pourraient jamais rivaliser avec le GOAT lui-même. Mais comme pour les pièges de Jigsaw, les règles ici pourraient bien leur en dire plus que ce qu'elles laissent entendre à première vue. Réfléchissez-y de cette façon. Si leur but était vraiment de tuer le parasite, ils auraient déjà pu le faire facilement avant. Et en réalité, tout est conçu pour ne pas leur faire de mal, ce qui signifie que les organisateurs veulent qu'ils restent en vie. S'ils regardent autour d'eux, ils remarqueront qu'il n'y a pas de caméra, ce qui signifie qu'ils ne font pas ça pour divertir qui que ce soit. Leurs noms de famille sont également déjà imprimés sur leurs vêtements, et contrairement aux gardes, leurs masques ont déjà été retirés afin qu'ils puissent voir le visage de chacun des participants. Les organisateurs veulent qu'ils apprennent à se connaître, donc au lieu de se battre entre eux, ils doivent commencer à travailler ensemble pour trouver des idées. Maintenant, Alec s'est souvenu que l'homme au bar lui avait remis une carte de visite portant le même symbole que celui utilisé par le collectif, ce qui signifie qu'il l'observait déjà avant qu'il ne soit recruté. Si c'est le cas pour tout le monde ici, alors nous saurons qu'ils ont tous été choisis pour une raison précise. Et la clé pour sortir d'ici pourrait être de comprendre pourquoi ils ont été choisis. Si c'était moi à la place d'Alec, je le ferais remarquer aux autres dès leur réveil, puis je ferais le tour de la pièce pour demander à chacun ce dont il se souvient de la période précédant son enlèvement. Tout ça pour chercher des schémas qui pourraient correspondre. Dans des situations intenses comme celle-ci, les personnes effrayées ont tendance à être victimes d'un raisonnement collectif. Et ce que vous ne voudriez surtout pas, c'est finir par être mis à l'écart. S'exprimer tôt ne signifie pas forcément chercher la réponse. C'est aussi un moyen de les manipuler subtilement pour qu'ils pensent qu'Alec est quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance grâce à l'effet du premier intervenant. En gros, la personne qui parle en premier donne généralement le ton et devient la figure d'autorité par défaut, parce que les autres la considèrent instinctivement comme le leader. Ça lui confère un capital social au sein du groupe, ce qui réduit considérablement le risque qu'il se retourne contre lui quand les choses se compliqueront. Un peu comme s'il utilisait les autres prisonniers comme bouclier de viande sans même qu'ils s'en rendent compte. Leur peine doit être proportionnelle à leur crime, donc découvrir ce que chacun d'entre eux a fait les rapprochera un peu plus de l'identité du parasite. Et nous allons clairement devoir en savoir plus sur les autres prisonniers avant de pouvoir prendre une décision finale. Ils reprennent leurs esprits quelques minutes plus tard, et certains d'entre eux sont furieux contre Mohamed qui leur a valu à tous d'être punis. C'est alors que Lozano s'avance au centre de la pièce, et il suggère qu'il fasse d'abord plus ample connaissance. Le plus âgé du groupe commence par se présenter comme étant le père Patrick Breyer, et dès qu'il entend que cet homme est prêtre, Alex se tourne à nouveau vers les gardes, l'air encore plus inquiet. Mais ceux-ci restent complètement silencieux jusqu'à ce qu'il retourne auprès du groupe. Alex se présente ensuite en disant qu'il occupe un emploi de bureau ordinaire et que sa vie est plutôt monotone. Vient ensuite Cartwright, professeur spécialisé dans les sciences humaines. Mais le processus prend beaucoup trop de temps. Et constatant qu'ils ont déjà perdu environ 10 minutes, ils commencent à chercher des points communs dans la manière dont ils ont tous été amenés là. Ils se souviennent tous s'être réveillés dans le désert avec un mot différent écrit sur le pare-brise de chaque voiture. Lozano se souvient que le sien disait « victime ». Celui d'Alec capitulé, et les autres avaient tous des mots comme peur, expiation, coupable et égoïste. Ces mots doivent avoir une signification, et Alec pense qu'ils doivent être liés à leur test. En y repensant, Mo se souvient que les organisateurs disposaient d'une manière ou d'une autre d'images de vidéosurveillance datant du moment où il avait été agressé par un groupe de racistes dans son atelier de carrosserie, comme s'il l'avait observé pendant un certain temps et savait exactement quoi lui montrer pour le mettre en colère. Ils ne parviennent toujours pas à comprendre la situation, et Lozano commence à suggérer qu'il devrait plutôt essayer de se battre pour s'échapper. Mais les autres savent déjà que ça ne marchera jamais. À ce moment-là, une projection apparaît sur le mur, montrant des images des organisateurs s'en prenant à chacune de leurs familles. Et les hommes réalisent que leur seule option est de continuer à jouer le jeu.
La voix annonce qu'il ne reste plus que 50 minutes. Et à ce moment-là, les haut-parleurs commencent à diffuser un reportage audio révélant que le père Breyer a fait l'objet d'une enquête pour avoir ciblé de jeunes membres de son église. Il ne montre aucun remords pour ses actes, ce qui met Alec dans une rage folle. Il se met à crier sur les gardes pour les avoir mis en présence l'un de l'autre, mais la seule instruction qu'ils ont reçue est de tuer le parasite. Ça lui rappelle la conversation qu'il a eue au bar, où l'homme inconnu lui a dit que prendre la carte était sa chance d'affronter enfin ses démons. Mais il n'arrive toujours pas à comprendre la façon dont tout ça s'articule. Ok, le groupe se rapproche de la réponse, mais il passe encore à côté de l'essentiel. Maintenant qu'ils en savent plus sur l'histoire de chacun, on commence à comprendre pourquoi l'organisation les a tous enfermés ensemble dans une cage comme celle-ci. Il devrait être évident que le fait d'avoir mis Alec ici en compagnie du prêtre n'est pas une coïncidence, et que c'est pour la même raison qu'ils ont forcé Mo à regarder les images prises dans son atelier de carrosserie. Ils essaient délibérément de les provoquer en leur rappelant les expériences les plus traumatisantes de leur vie. Quand on vous rappelle une expérience incroyablement traumatisante, votre cerveau l'aperçoit comme une véritable menace physique, ce qui déclenche votre réaction de lutte ou de fuite et vous fait ressentir les mêmes émotions que lors de l'événement initial. Parfois, exposer quelqu'un à un déclencheur de traumatisme est utilisé comme une forme de thérapie appelée thérapie d'exposition, dont le but est d'aider la personne à assimiler et finalement à surmonter le traumatisme. Le test ici semble être une sorte de version détournée de cette thérapie, et ça semble cohérent quand on repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il y a une minute, ils se sont souvenus d'une autre phrase que les gardes leur ont dite. Le destin guide ceux qui sont consentants, mais traîne ceux qui ne le sont pas. N'oubliez pas que tout ce qu'on leur dit a un but précis. Dans ce cas, le destin est tout ce qui leur est arrivé depuis qu'ils ont été capturés par le collectif. Et maintenant, ils peuvent soit laisser les organisateurs les guider, soit continuer à se laisser entraîner jusqu'à ce que le temps soit finalement écoulé. La bonne nouvelle, c'est qu'ils savent déjà exactement ce que le collectif attend d'eux. Si on repense au premier test, les mots inscrits sur les voitures ne servaient pas seulement à leur rappeler cette expérience traumatisante, mais ils constituaient en fait des instructions leur indiquant comment réagir. Par exemple, le mot d'Alec était « capituler », ce qui est le contraire de « devenir violent ». Ainsi, quoi qu'il arrive, il doit résister à l'envie de s'en prendre au prêtre au lieu de céder à son désir de vengeance. Le mot du père Breyer était « expiation ». Il est donc assez évident qu'il doit se repentir de ses péchés. Mais ils ont déjà compris qu'il n'était pas vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. Maintenant, je ferai le tour du groupe pour déterminer en quoi le mot de chaque personne est lié à son événement traumatisant. Ça leur permettra de savoir exactement comment réagir quand ils sont déclenchés, ce qui les empêchera de se battre entre eux et les aidera à trouver la vraie réponse. Celui qui refusera de jouer le jeu pourrait bien être le parasite. Donc s'ils doivent vraiment choisir quelqu'un à la fin, ça devrait rendre plus facile la sélection d'un suspect. Pensant que choisir l'un d'entre eux pour mourir est la seule issue possible, Ramirez suggère alors de soumettre la question à un vote. Ça pousse Lozano à se comporter de manière étrange, pointant Ramirez du doigt et affirmant que c'est lui qui est derrière cette histoire. Il s'avère que ces deux-là se connaissent déjà, mais avant qu'ils aient l'occasion de s'expliquer, les gardes font rouler une étrange boule métallique dans la pièce. À l'intérieur, ils trouvent un message énigmatique disant « Le sang d'un enfant est sur tes mains ». Et c'est alors que la vérité sur Lozano est enfin révélée. Cet homme est un voleur de voitures dont les actes ont conduit à la mort d'une fillette innocente. Mais Ramirez n'est pas vraiment un modèle de vertu lui non plus. Et pendant qu'il était interrogé dans le bunker, on lui a montré des images de lui avouant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour meurtre. Alors que les hommes commencent à se disputer sur la marche à suivre, les gardes font rouler un autre message dans la pièce. Cette fois-ci, indiquant le nom de Vanessa Torres. Lozano identifie cette dernière comme étant l'agent qui travaillait sur son dossier. Et c'est alors que Ramirez finit par avouer sa version des faits. Quand il réalise qu'il est coincé, il explique qu'il dirige un réseau illégal de vente de voitures volées. Et après ce qui est arrivé à Lozano, l'agent essayait de démanteler toute son organisation. En fait, Ramirez s'est introduit chez elle pour chercher quelque chose à utiliser pour pouvoir la faire chanter. Mais il ne savait pas qu'elle était chez elle. Et quand elle l'a confrontée, il a fini par la tuer accidentellement. Remarquant une tendance, Alec fait remarquer que les gardes utilisent ces messages pour les monter les uns contre les autres. Mais ils sont maintenant trop occupés à se disputer pour écouter, et il semble qu'ils ne sont pas plus proches de la vérité qu'avant. Au bout d'un moment, Lozano pense avoir tout compris, admettant que ce sont ses actions qui ont causé la mort des deux filles. Et il espère que les gardes les laisseront partir maintenant qu'il a avoué. Mais il voit bien qu'il n'est pas vraiment désolé. Et en guise de punition, la voix annonce que le fils de l'homme vient d'être tué.
Il refuse de le croire et il ordonne aux gardes de lui montrer la preuve que ce qu'il disait est vrai. Mais ceux-ci se contentent de rester là à regarder, tandis que la voix annonce qu'ils vont devoir aller encore plus loin pour gagner leur liberté. Furieux, Lozano reproche à Ramirez de l'avoir mis dans cette situation. Mais c'est alors qu'ils entendent un enregistrement de son mentor, le père Paul, qui révèle qu'il a également été capturé par l'organisation. Et il dit que chacun d'entre eux a été choisi pour une raison. C'est maintenant au tour de Briar de prendre la parole. Il explique qu'il a également été abusé dans son enfance, ce qui l'a finalement conduit à perpétuer le cycle quand il a grandi. Il se souvient qu'à son arrivée, on lui a montré des images d'une époque où ses anciennes victimes étaient revenues pour se venger, affirmant que le but du test devait être de les faire répondre de leurs crimes. Mais même s'il est conscient que c'est mal, il n'a jamais trouvé le moyen de contrôler ses pulsions. Alec en déduit que l'homme a continué à répéter les mêmes actes alors qu'il savait qu'il devait s'arrêter. La solution serait donc peut-être de briser le cycle. Les mots spécifiques qui leur ont été donnés semblent correspondre à un schéma propre à chacun d'entre eux, mais ils sont encore trop occupés à se disputer pour faire de réels progrès. Ok, le collectif se joue de ces gars comme si c'était des idiots et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils n'arriveront jamais à rien tant qu'ils continueront à se battre entre eux, et on dirait que c'est exactement ce que veulent les gardiens. Maintenant, on sait que chacun de ces gars est coupable d'un crime grave. Mais ce qui rend ça intéressant, c'est que leurs crimes les mettent aussi en conflit avec quelqu'un d'autre dans le groupe. En leur donnant au compte-gouttes des informations sur le passé des autres, les gardiens leur en donnent juste assez pour les rendre méfiants les uns envers les autres. Et ils les forcent à combler les lacunes avec leurs propres suppositions, créant ainsi un sentiment de paranoïa et de méfiance au sein du groupe. Alors que la seule issue pour eux est de travailler ensemble. Il est dans la nature humaine de réagir plus sévèrement quand des informations compromettantes sont révélées par un tiers que quand quelqu'un les avoue volontairement. Parce que le fait d'apprendre ce qu'ils ont fait par une source externe donne l'impression que la personne n'est pas digne de confiance. Sachant cela, ils devraient tous conclure un pacte pour avouer intégralement ce qu'ils ont fait. De cette façon, ils travailleront avec toutes les informations et ça enlèvera aux gardiens le pouvoir d'utiliser la paranoïa contre eux. Maintenant, pour quelqu'un comme Alec, dont les crimes sont manifestement beaucoup moins graves que ceux du prêtre, avouer avant que les gardes n'aient l'occasion de le dénoncer aidera en fait à empêcher les autres de se retourner contre lui, le protégeant ainsi d'être qualifié de parasite. Ouais, ils ne s'en sont pas encore rendus compte, mais je pense que le message concernant la famille de Lozano est en fait la preuve que les gardes bluffent. Et voici pourquoi. S'ils avaient prévu d'utiliser la famille de Lozano comme moyen de pression, ils les auraient gardés en vie. Je pense donc qu'ils essaient en réalité de le pousser à la colère et à la rupture. Et même si ce qu'ils disent était vrai, il ne peut rien faire pour l'empêcher, à part se retirer du jeu. À partir de maintenant, j'ignorerai tout ce que les gardiens disent pour nous provoquer et je resterai concentré sur la recherche de la réponse par eux-mêmes. Prenant la parole, Cartwright se souvient d'une chose que la mystérieuse femme lui a dite lors de leur rencontre, à savoir qu'elle l'avait mis en garde contre une bataille qui se déroulait dans leur esprit. Selon lui, il doit y avoir une autre solution que de choisir quelqu'un à tuer. Et la seule façon de la trouver est de commencer à travailler ensemble. C'est alors que la caméra commence à diffuser des images d'un autre reportage, et que l'attention de tout le monde se porte sur ce type, Pierce. C'est un policier qui a abattu un homme sans raison lors d'un contrôle routier qui a mal tourné, mais qui s'en est tiré en prétendant qu'il s'agissait de légitime défense. Maintenant qu'ils ont découvert qu'il est policier et que tous les autres sont des criminels, Lozano déclare immédiatement que ça doit être lui le parasite qu'ils doivent éliminer. Il ne leur reste plus que 35 minutes. Mais comme ils continuent tous à se retourner les uns contre les autres, les altercations deviennent si violentes que les gardes décident finalement d'intervenir. Ils entrent dans la cage, traînent Lozano dehors et le ramènent dans la salle d'interrogatoire où il est attaché à un étrange appareil qui semble scanner ses ondes cérébrales. Au bout d'un moment, la mystérieuse femme sort pour l'affronter, mais il se rend vite compte qu'il s'agit en fait d'un hologramme, et il commence à le bombarder de questions sur ses crimes. Ensuite, ils font venir le policier Pierce et le forcent à regarder les images de la caméra corporelle filmées lors de la fusillade, utilisant la machine pour lui donner l'impression que c'est lui qui a été abattu au lieu de sa victime. Terrifié, il exige de savoir qui a mis ça en place, mais la femme retourne les questions contre lui, le forçant à réfléchir aux raisons pour lesquelles on l'a choisi lui. Il continue à interroger les prisonniers l'un après l'autre, ressortant les événements les plus traumatisants de leur vie, comme s'ils essayaient intentionnellement de les mettre aussi en colère que possible. Le dernier à subir ce lavage de cerveau est Mohamed, et ils essaient de le faire craquer en lui montrant les images filmées dans son atelier.
Ce type doit être une sorte d'agent dormant ou quelque chose comme ça, parce que quand ils l'ont amené pour la première fois, il a failli s'échapper après avoir brisé ses liens en plastique et avoir mis une raclée à tous les gardes. Mais cette fois-ci, il refuse de les laisser faire ressortir ce côté de sa personnalité, et celui qui l'interroge lui dit alors qu'il se rapproche de la vérité. Ok, ouais, on dirait que Mo vient d'apprendre tout ce qu'il faut savoir. Et quand ils se réveilleront à nouveau, la première chose qu'il devra faire sera de partager cette information avec le reste du groupe. Cette expérience n'a pas été organisée uniquement pour les torturer, parce que comme tout ce que fait le collectif, elle avait en fait un objectif très précis. Ils utilisent le conditionnement comportemental neurologique pour mesurer comment chaque personne a évolué pendant le jeu. Le casque qu'ils ont attaché à leur tête ressemblait à une sorte de dispositif d'EEG, utilisé pour suivre leur schéma de réponse émotionnelle et tester la façon dont chaque prisonnier traite ses crimes afin de voir s'ils sont prêts à changer. Pour Pierce, ils l'ont littéralement mis dans la peau de sa victime, lui faisant ressentir la même douleur et la même peur que cet homme a ressenti. Ce qui a forcé son cerveau à manifester une réponse en miroir et à activer son sens de l'empathie. Pour Mo, ils lui ont montré les personnes sur lesquelles il voulait le plus se venger et l'ont activement encouragé à réagir avec violence. Mais parce qu'il a choisi de rester calme, ça montre qu'il évolue en tant que personne. Et c'est pourquoi il se rapproche de la vérité. N'oubliez pas que le collectif sait déjà tout ce que ces types ont fait. Donc, quand la femme a demandé à Pierce pourquoi il était là, elle ne lui demandait peut-être pas ce qu'il avait fait pour mériter ça, mais au lieu de ça, elle lui demandait ce que lui devait faire à propos de ça maintenant. Je veux dire, ils ont déjà obtenu que Lozano avoue ses crimes, mais ils l'ont puni quand ses excuses n'étaient pas sincères. Donc, si l'aveu n'était pas le but, alors ça doit être ce qu'Alec a essayé de leur dire plus tôt. Ils doivent trouver le schéma qu'ils répètent tous et apprendre à briser le cycle dans la vie de chacun. Et le mot particulier qui leur a été donné au début leur indique déjà ce qu'ils doivent faire. Par exemple, le mot d'Alec était « capituler ». Mais nous savons qu'il fuit ses peurs en buvant. Donc, au lieu de simplement résister à l'envie de se venger, ce qu'ils veulent en réalité, c'est qu'ils apprennent à pardonner complètement au prêtre. Il en va de même pour chacun des autres gars. Et ils doivent maintenant commencer à étudier le mot qui leur a été donné, non seulement pour sa signification littérale, mais aussi pour le contexte plus profond qui se cache derrière, pour voir comment il est lié aux défauts de leur propre mécanisme d'adaptation. S'ils parviennent à s'entraider pour briser le cycle, ça signifiera peut-être qu'ils auront battu le parasite, et que le collectif les laissera partir. Mais toute personne qui ne jouera pas le jeu pourrait bien être le parasite dont ils doivent se débarrasser. Quand il se réveille à nouveau, il se retrouve à l'intérieur de la cage, et le garde tape sur le côté de son casque pour leur signifier qu'ils doivent écouter. À ce moment-là, il commence à diffuser l'enregistrement d'un homme en train de recruter Mohamed pour rejoindre une organisation terroriste. Mais Mo a besoin de se faire entendre pour donner sa version des faits. Il explique que toute sa vie, il a été traité comme un paria en raison de son origine ethnique. Et il a finalement atteint le point de rupture quand sa femme a été abattue par un groupe de racistes devant leur atelier. Les autres ne semblent pas avoir beaucoup de sympathie pour lui, et encore moins parce qu'il avait l'intention de faire du mal à des innocents. Mais Alec les empêche rapidement de se battre en leur faisant remarquer que chaque fois qu'ils se disputent, la voix dans le haut-parleur leur dit de se réveiller. Ils ne savent toujours pas ce que ça signifie. Mais Ramirez semble convaincu que la clé a quelque chose à voir avec le choix, comme le fait qu'ils aient tous pris de mauvaises décisions alors qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Alec se rend compte que tout ici, des gardes aux règles du jeu, n'était rien d'autre qu'une distraction. Et il affirme que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de changer complètement leur approche. Cartwright le soutient, soulignant qu'il est dans la nature humaine de se battre les uns contre les autres, mais que la raison pour laquelle ils le font est que tous ici ont peur. Pour lui, il semble que les organisateurs veulent les monter les uns contre les autres, les incitant à choisir un parasite, alors qu'en réalité, ils sont tous dans le même bateau. Alec est d'accord avec lui, et il dit que la clé doit être de changer leur façon de penser. Mais les autres sont encore trop concentrés sur leurs propres problèmes, et il ne faut pas longtemps avant que les combats deviennent si violents que les gardes décident de les neutraliser à nouveau. Pour la 3e fois. Quand ils reprennent leurs esprits, les hommes recommencent immédiatement à se disputer. Mais Alec crie qu'ils n'arriveront jamais à rien s'ils ne font que se concentrer sur le côté négatif de la situation. Pour lui, le fait qu'ils veulent tous ardemment sortir montre à quel point ils ont des raisons de vivre. Et le jeu ne leur a jamais demandé qui méritait de mourir, mais pourquoi chacun d'entre eux méritait de vivre. Ça lui fait donc penser que le parasite n'est pas du tout une personne. C'est en fait la peur qui les pousse à se retourner les uns contre les autres. Et se rangeant à son avis, les hommes décident tous qu'ils ont enfin fait leur choix.
Au lieu de choisir quelqu'un qui devra mourir, ils vont rester unis et affronter ensemble ce qui les attend. Pendant un instant, les gardes semblent impressionnés par leur décision. Mais juste au moment où ils semblaient avoir trouvé la réponse, il leur dit qu'ils n'ont pas encore mérité leur liberté et qu'ils vont d'abord devoir lui montrer ce qu'ils sont prêts à abandonner. Ok, ces gars se rapprochent de plus en plus de la vérité, mais ils ne voient toujours pas la situation dans son ensemble. Les gardes utilisent sans cesse le mot parasite. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence. En biologie, nous savons qu'un parasite est un type de créature qui vit à l'intérieur d'un autre organisme, drainant sa force vitale pour sa propre survie sans donner aucun bénéfice en retour à son hôte. Il manipule même le comportement de son hôte pour assurer sa propre survie, le vidant de toute énergie jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien et que le parasite prenne complètement le contrôle. Dans le cas présent, il semble que le mot parasite ne doive pas être pris au sens littéral, mais plutôt représenter les schémas émotionnels négatifs qui se nourrissent des choix de chacun de ces hommes. Ça nous indique que pour battre le parasite, il ne s'agit pas de confesser leurs péchés, ni même de pardonner les péchés des autres, il s'agit de combattre quelque chose qui a grandi en eux. Ce sont la peur, la colère et la culpabilité qui les empêchent de surmonter leur traumatisme. Pour Alec, ça ne signifie pas seulement pardonner au prêtre, mais aussi abandonner complètement le désir sous-jacent de vengeance qu'il garde encore en lui. Après avoir mis tout ça bout à bout, j'expliquerai ça au reste du groupe, parce que se défaire des émotions négatives auxquelles ils s'accrochent encore est le seul moyen de vraiment battre le parasite et de gagner leur liberté. Le groupe perd espoir et recommence à se disputer jusqu'à ce qu'Alec comprenne enfin qu'ils doivent prouver qu'ils ont changé par leurs actions au lieu de ça. Il se trouve qu'auparavant, il avait hésité à la dernière seconde et épargné la vie de son agresseur. Et maintenant, c'est comme si les organisateurs lui donnaient une seconde chance de se venger en le mettant face au père Briar. Mais au lieu de le faire, il a décidé de pardonner à cet homme et de laisser enfin derrière lui la colère qui le retenait. Mo laisse éclater toute l'agressivité qu'il gardait en lui, expliquant qu'il s'est retourné contre la société parce qu'il a toujours été traité comme un étranger. C'est alors que Cartwright intervient, et il dit qu'il comprend ce que ressent cet homme, mais il lui rappelle que faire du mal à des innocents n'est jamais la solution. C'est maintenant au tour de Pierce d'affronter la vérité. Il explique qu'il est devenu policier parce qu'il se souvenait du sentiment d'impuissance qu'il éprouvait lorsqu'il était enfant. Il voulait aider à protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre, mais au fil des années passées à travailler avec les autres policiers, la peur a fini par le gagner, au point qu'il a cessé de considérer les autres comme des êtres humains et a commencé à les voir tous comme des menaces. Et voilà donc comment il a fini par tuer un innocent. Ce qui montre bien que même les personnes bien intentionnées peuvent se transformer en monstres quand elles sont aveuglées par la haine. Quant à Ramirez, son mentor, le père Paul, était le seul à avoir jamais veillé sur lui. Et ça lui brise le cœur de savoir que ses actions ont mis cet homme en danger. Pour lui, le père Paul est le genre de personne que tous devraient aspirer à devenir. Et il doit faire en sorte de mieux suivre son exemple. Le dernier est Lozano. Mais contrairement à tous les autres, il continue à agir comme s'il n'avait rien à avouer. Et ils se retournent tous contre lui en lui disant qu'il va tous les faire tuer s'il ne se soumet pas au jeu. Mais il maintient qu'il n'a toujours rien à se reprocher. Il pointe Ramirez du doigt et explique qu'il a travaillé pour lui pendant près de 15 ans, mais qu'il n'a presque rien gagné en contrepartie. Il n'a jamais pu avancer dans la vie parce qu'il n'avait pas assez confiance en lui. Mais maintenant qu'il a changé sa façon de penser, il a décidé de commencer à croire en lui. Alors qu'il ne reste plus que 10 secondes avant la fin du compte à rebours, ils se tournent tous vers les gardes, convaincus que la solution est de se défaire de la peur qu'ils ont gardée dans leur cœur. Tout à coup, les gardes enlèvent leurs masques, révélant que ce sont les mêmes personnes qui les ont initialement incités à participer au jeu. Mais au lieu de les laisser partir, le chef annonce que c'est l'heure de la 3e phase, et il active leur collier électrique pour les assommer une fois de plus. Les gardes entrent dans la cage, les entraînent jusqu'à la salle d'interrogatoire et leur retirent leur collier. Un par un, ils les conduisent à un autre prisonnier qui porte un sac sur la tête. Et c'est maintenant le moment de la dernière phase du test. Alec est le premier à y aller. Et quand ils enlèvent le sac, ils lui révèlent que le prisonnier n'est autre que le prêtre qui a abusé de lui, avant de lui remettre un revolver chargé et de le laisser prendre la décision finale. Ok. Toutes les étapes avaient pour but de nous mener à ce moment précis. Et la décision qu'Alec va prendre ici va déterminer s'il va gagner sa liberté ou rester prisonnier pour toujours. N'oubliez pas que ça fait toujours partie du test. Et à ce stade, la réponse devrait être évidente.
À présent, Alec a deux choix possibles. Soit il tue cet homme et prend sa revanche, soit il laisse sa colère de côté et prouve qu'il est prêt à aller de l'avant. En tant qu'être humain, ça ne va pas être facile, parce que tout en lui va le pousser à appuyer sur la détente. Ce type ne l'a pas seulement maltraité physiquement, il a aussi totalement ruiné la vie d'Alec quand il était jeune, lui faisant perdre confiance en l'autorité et lui inspirant une peur du monde alors que les choses auraient pu être complètement différentes. Désormais, les seules choses qui lui restent dans la vie sont la rage alcoolique et le désir sous-jacent de vengeance qui le pousse à continuer. À cause de ce que le prêtre lui a fait, Alex s'est senti impuissant toute sa vie. Mais maintenant, on dirait que la situation s'est inversée. C'est le prêtre qui est impuissant, et personne ne pourra l'empêcher de se venger. C'est pourquoi ce moment représente l'épreuve ultime de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent. Parce que d'une certaine manière, toute cette expérience ne se résume pas simplement à l'avoir enfermé dans une cage. Elle est le reflet physique de la bataille qui se déroule dans son esprit. S'il choisit de céder à ses pulsions et de répéter le cycle, alors il choisit de rester prisonnier et le collectif ne le laissera jamais partir. Mais s'il parvient à surmonter ses pulsions, alors même que l'occasion de se venger se présente à lui, ils sauront qu'il est prêt à apprécier à nouveau la véritable liberté. Même si ce n'est pas facile à faire, il doit pardonner au prêtre et prouver qu'il est prêt à aller de l'avant. Mais il n'est pas le seul à être mis à l'épreuve. Dans une pièce séparée, Cartwright s'assoit à une table entourée de gardes masqués et il coche les noms des autres hommes sur une liste à mesure qu'ils relèvent leurs défis. Pour Mohammad, ils ont placé le raciste qui a tué sa femme en l'emprisonnant dans un gilet bourré d'explosifs. Et ils remettent le détonateur et une paire de pinces coupantes à Mo pour qu'il s'apprête à faire son choix. Furieux, il tombe à genoux, submergé par l'envie de tuer cet homme. Mais au dernier moment, il change d'avis et coupe le fil, décidant ainsi d'épargner sa vie plutôt que de la prendre. Le prêtre ici ne cherche pas à se venger. Alors à la place, il le teste avec un jeune garçon pour voir s'il résistera à ses pulsions ou s'il cédera à ses anciennes habitudes. Et je veux dire, oh, espèce de sale pervers! Il lutte pendant un moment pour se retenir, mais au moment où il tend la main, il est tout à coup frappé par une puissante décharge électrique en guise de punition pour avoir échoué au test. Et je dois dire, putain merci mon Dieu. Quant à Ramirez, il lui montre que son mentor était en fait un des gardes depuis le début, et il frappe immédiatement l'homme en plein visage pour l'avoir trahi. Mais le mentor ordonne aux autres gardes de rester en retrait, lui donnant ainsi une chance de libérer la colère qu'il retient en lui. Pierce, le policier, doit faire face à la mère de l'homme qui l'a tué. Mais alors que la femme le fustige pour ce qu'il a fait, il la laisse faire en silence, s'excusant du fond du cœur avant qu'ils ne fondent tous les deux en larmes. Pour finir, Alec baisse son revolver, sachant que se venger de cet homme ne lui apporterait pas une véritable paix. Il décide donc au lieu de ça de lui pardonner et de renoncer à sa colère. Les gardes remettent à Ramirez une matraque électrique, mais alors qu'il la pointe vers la gorge de l'homme, il finit par prendre la même décision, choisissant de capituler plutôt que de perpétuer le cycle, prouvant ainsi qu'il est prêt. Il est emmené par les gardes, tandis que Cartwright coche son nom sur la liste. Mais il reste une dernière personne à tester. Le dernier est Lozano, qui a l'occasion de se venger de Ramirez pour l'avoir toujours empêché d'avancer. Mais contrairement à tous les autres, il semble qu'il n'ait toujours pas compris la leçon. Au lieu de lui pardonner, il pointe le revolver sur la tête de l'homme et appuie sur la détente avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un piège. À ce moment-là, le dispositif lui envoie une décharge électrique dans le genou et il tombe à terre pris de douleur tandis que les gardes le traînent hors de la pièce pour avoir échoué à son test. Ok, on dirait que Lozano va enfin avoir ce qu'il mérite. Échouer à un jeu de la mort équivalent à un examen à livre ouvert, c'est tout simplement embarrassant. Et sachant ce qu'il a fait pour mériter d'être ici, je ne me sens pas du tout désolée pour lui. Alors, devine quoi, Lozano? Tu as tout simplement merdé. Je pense que la chose la plus importante à retenir ici, c'est que personne ne s'est retrouvé dans cette situation par accident. Ils sont partis à la recherche des 7 pires personnes qu'ils pouvaient trouver. Alors je trouve ça franchement grave de réussir à se faire remarquer en tant que gros connard, même au sein d'un groupe de monstres au sens littéral du terme. À chaque fois que les autres étaient sur le point de coopérer, tu intervenais avec encore plus de rage, de provocation et de conneries, jusqu'à ce qu'ils recommencent à se battre. Alors que si tu n'avais pas été là, ils auraient probablement trouvé la solution et réussi le test dans les 20 premières minutes. Je veux dire, tous les autres ont dû faire face à l'événement le plus traumatisant de leur vie. Mais ton test consistait à pardonner Ramirez. Pourquoi exactement? Pour t'avoir gardé dans son business?
Bon, je ne suis pas là pour argumenter sur le fait que ce type était cupide ou non. Mais vu que tu es un assassin avéré maintenant, tu devrais peut-être revoir un peu à la baisse tes attentes quant à la façon dont les gens te traitent. Alors tout le monde dit bye bye Lozano, parce que tu as tout simplement merdé. Posant son arme par terre, Alec tourne le dos au prêtre et commence à s'éloigner. Mais l'instant d'après, il se réveille à l'extérieur. Quand il se relève, il est surpris de voir Cartwright debout à côté d'une voiture aux vitres teintées. Et il lui révèle qu'il a toujours travaillé pour l'organisation. Il lui dit qu'il souhaite lui présenter quelqu'un et emmène Alec dans une maison cossue située quelque part au cœur de la ville, où il lui présente à nouveau l'homme qu'il a rencontré au bar. Il s'avère que cet homme n'était qu'un autre joueur dans leur jeu, et il est maintenant temps pour lui de rencontrer la véritable dirigeante du collectif, la mystérieuse femme qu'ils appellent l'architecte. Elle lui demande de s'asseoir et commence à lui raconter la vieille légende Cherokee, l'histoire des deux loups, expliquant que chacun a un bon et un mauvais côté dans sa nature, mais que celui qui gagne est toujours celui que l'on nourrit le plus. Perplexe, il fait remarquer que leur méthode semble un peu extrême, mais la femme explique que c'est le moyen le plus efficace de faire remonter les traumatismes à la surface et de les forcer à vaincre le mal qui est en eux. Même s'il ne s'en est pas rendu compte à ce moment-là, il lui avait donné la réponse dès le début. En effet, au début, Alec pensait que devenir libre signifiait se venger du prêtre, alors que ce que eux voulaient vraiment, c'était qu'il abandonne enfin sa haine. Pour l'architecte ici présente, il semble que la société en soit arrivée à un point où nous ne voyons plus la bonté chez les autres. Alors, aussi important que ce soit d'affronter la colère en nous, nous ne pourrons jamais guérir complètement tant que nous n'aurons pas appris à pardonner la méchanceté des autres. En gros, elle l'a poussé à apprendre à apprécier la vie d'une nouvelle manière. Et maintenant qu'il est enfin prêt, il va pouvoir les aider à diffuser leur nouvelle philosophie dans le monde entier. Mais Alec n'est pas le seul à avoir réussi le test. Mo rentre chez lui et rencontre l'homme qu'il a recruté. Et il apprend qu'il faisait également partie de l'organisation. Il réalise alors que la meilleure façon d'honorer la mémoire de sa femme est d'aider les autres à ne pas déverser leur colère sur des innocents. De son côté, l'officier de police Pierce décide de plaider coupable, faisant un petit pas vers la restauration de la confiance du public dans les forces de l'ordre, en assumant la responsabilité de ses actes. Ramirez décide également de se rendre et d'avouer le meurtre de l'agent, au lieu de continuer à fuir la vérité. Le seul qui n'a jamais tiré les leçons de ses erreurs est Lozano. Au siège de l'organisation, Alec constate qu'ils l'ont enfermé dans une cellule capitonnée, le forçant à revivre les souvenirs de ses crimes jusqu'à ce qu'il change enfin de voix. Même s'il n'est pas disposé à changer, ils envoient quelqu'un rendre visite à la mère de la fille qu'il a tuée, lui remettant une boîte remplie d'argent liquide et lui promettant qu'ils seront en sécurité à partir de maintenant. Quant au père Briar, il se rend compte qu'il ne pourra jamais contrôler ses pulsions. Alors, il choisit d'être exécuté par l'organisation au lieu de ça. Taré. Il reste encore un dernier défi à relever pour Alec. Il retourne à l'église et affronte le prêtre qui a abusé de lui. Et il lui dit que la meilleure vengeance serait de pouvoir protéger le monde contre les prédateurs comme lui. Mais le vieil homme ne s'en tirera pas aussi facilement, parce qu'au moment où Alec s'apprête à quitter l'église, un groupe de gardes masqués fait irruption et emmène le prêtre pour le faire participer au prochain jeu. En fin de compte, Alec se joint lui aussi à l'équipe, devenant un des gardes masqués afin de contribuer à rendre le monde meilleur. Il n'a peut-être pas obtenu sa vengeance, mais il a appris quelque chose de bien plus important. Parfois, la seule façon d'avancer véritablement est de laisser le passé derrière soi. Catalyst. Alors ça, c'était une thérapie par un jeu de la mort vraiment salutaire. Le tout condensé dans un film avec un truc de dingue. Vous voyez, avec les masques de Heat. Je sais pas les gars, c'était hallucinant. Mais dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait les choses différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. On vous réserve encore plein de vidéos géniales cette année. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!